Bonjour, bonsoir. Ça y est, ça commence. Donc nous sommes en direct pour nous et nos émotions et nous. Toujours pareil, on se retrouve pendant 1 heure sur un sujet défini et comme vous le savez, eh bien, je n'ai pas honoré ma demande et ma promesse sur la thématique de la chance. J'ai décidé de choisir de demander à Sophie Guignard de me rejoindre ce soir et je suis drôlement contente. Donc voilà, Sophie Guignard, vous allez voir, elle va se présenter et c'est une auteure, mais bon, je vais pas tout dévoiler. C'était aussi Sophie qui va se présenter, donc je suis en train de la chercher. Et voilà, voilà, j'y arrive, voilà, exactement. Et je vais envoyer une demande. Donc c'est un peu intimidant, mais c'est comme d'habitude, à chaque fois que je me lance en direct, c'est toujours un peu intimidant. Et c'est la joie aussi de partager sur ce nous et nos émotions. Les émotions, quoi qu'il advienne, elles sont de toute façon partout. Et le thème du livre de Sophie. Coucou Sophie, normalement je t'ai envoyé une invitation, tu devrais pouvoir la voir, sinon je la relance et tu devrais pouvoir accepter. Est-ce que tu la vois ou pas? Normalement tu dois cliquer dessus et après ça va se faire tout seul et tu vas arriver à l'écran normalement. Sinon, ce que je te propose, c'est que tu t'en ailles et que tu reviennes. Et là, du coup, bah, tu vas pouvoir certainement voir le pop-up. Et sinon, c'est à toi de chercher. Il y a une petite flèche. J'ai accepté. Donc normalement, ça devrait être OK. En attente de Sophie Guignard. Alors, si tu as accepté, normalement, c'est OK. Mais là, il y a marqué en attente. Sophie Guignard ne peut pas participer. Est-ce que tu es bien sur ton téléphone, Sophie? Ah, ben voilà, ça y est, c'est parti. Allez, go. C'est une première pour Sophie aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Ça y Ah, est, voilà, ça y ça y est. est, ça y est. C'était juste un peu long, je sais pas, pourtant j'ai une bonne connexion. Bonjour. Bonjour, sauf que tu n'es pas dans le bon sens. Je Tu es suis un petit pas peu dans le bon allongé. sens. Voilà. Ça y est. Super, ça y est, ben voilà, tu entends bien, tu vois bien, tout est OK. Ouais, C'est cool. impeccable, super. Impeccable. Écoute, merci beaucoup de te jeter Ouais, dans cette expérience du live Instagram. ouais, bah, c'est chouette, il faut une première fois à tous, je suis contente. Bah Puis ouais, c'est facile, ouais. C'est frais comme format. ouais, c'est sympa. Et du coup, voilà, ça nous permet aussi de faire des rencontres. Je vais me reculer un petit peu, j'ai l'impression d'être carrément énorme par rapport à toi. Donc, Ah, ouais, ouais, je peux m'approcher, mais j'ai un bureau qui non, est non, c'est bien, t'inquiète pas, non, non, tout va bien. Et donc voilà, bah, je vais me présenter juste de petites secondes pour. Ouais, Bon, on en a déjà parlé toutes les deux. Voilà, cet espace-là, c'est vraiment un espace qui est dédié. Alors nous et nos émotions, je recadre le sujet. Déjà, je ne suis pas psychologue, pas psychiatre, pas neuroscientifique. Je ne suis pas une experte en émotions. Par contre, je suis experte dans mon domaine depuis plus de 20 ans sur les fleurs de bac. Et lorsque j'ai vu cette petite vidéo et que tu m'as dit qu'elle avait été faite par Flammarion sur la présentation de ton ouvrage, je me suis dit là, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de cette possibilité, voilà, d'échanger, de discuter sur ce sujet. Et donc voilà, l'idée c'est de parler de ce que tu fais. Et puis bah, de temps en temps, si c'est opportun ou pas par rapport à ce que tu pourras citer, eh bien il y a des fleurs de bac évidemment que j'ai déjà préparées. Alors j'ai préparé des petites cartes, tu vois, pour montrer un peu d'accord. Ouais. les photos justement sur les émotions et pour voilà pour accompagner ceux qui auraient envie et puis ceux qui Mhm. n'ont pas envie, eh bien ne prennent pas de fleurs de bac, ça n'a il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste de pouvoir se dire qu'on peut être aussi soutenu émotionnellement dans les périodes de nos vies où on fait bah, justement des choix et les conséquences des choix par rapport à tout ce que tu vas évoquer. Et donc voilà. D'accord. Ouais, ce Et serait une première pour moi parce que je suis vraiment pas familière avec les fleurs de bac. J'ai entendu parler, mais voilà. ah ben, en fait, ce sont des Ouais. élixirs floraux, c'est pour nous accompagner, nous soutenir émotionnellement dans les périodes de vie D'accord. où on a besoin. Donc ça peut être du ponctuel, ça peut être du plus long terme, ça peut Mhm. être sur des situations de vie, ça peut être aussi sur des traits de caractère D'accord. et des événements aussi, bien sûr, que l'on peut traverser, des périodes de vie où on peut se sentir un peu Mhm. voilà, dans le besoin d'avoir un Mhm. soutien. Mais voilà, la lecture aussi, ça peut être un immense soutien, n'est-ce pas, émotionnel. Donc, euh, donc voilà. D'accord, chacun son truc. D'accord, bah ça y est, bah je te laisse conduire ça comme tu as l'habitude de le faire.
Alors justement, Sophie, bah, déjà tu vas te présenter ce que je préférerais, comme ça permettra aussi à chacun de savoir ce que tu fais, Oui. qui tu es. Et Oui. après, quand j'ai présentation, c'est pas un CV, hein, c'est Ouais. juste expliquer un peu. Oui, oui, oui. Alors moi, alors aujourd'hui, je fais essentiellement, je me consacre essentiellement à l'écriture et je monte aussi une association ici à Annecy pour organiser des événements culturels et faire des rencontres avec tous les professionnels du storytelling en fait. Donc c'est des gens qui sont aussi bien des romanciers que des cinéastes, que des reporters, des gens qui racontent des histoires de leur manière et avec leur support. Et avant ça, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille dans les médias. Je travaillais pour Le Monde à Paris. J'ai dirigé un magazine en Argentine, culturel. Et puis, j'ai monté un média aussi à Genève il n'y a pas très longtemps. Et puis, avant ça, j'avais commencé en banque d'affaires tout de suite après mes études. Donc, j'étais banquière, ou je sais pas si, enfin oui, on dit banquière, mais je faisais de l'économie en fait publique pour des gouvernements émergents. Donc voilà, c'était un petit peu différent. Donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai 37 ans, donc j'ai jamais tenu très très longtemps dans chacun de ces jobs, mais en tout cas, j'ai tous aimé les faire et donc voilà, j'ai pas le profil typique du burn-out qui, à l'approche des 40 ans, en peut plus de son travail et se pose plein de questions, même si je m'en suis posée tout au long de ma vie. Et en fait, ce livre, il vient d'une envie qui vient de qui est très très ancienne d'écrire, mais je pense que j'étais pas prête et puis surtout, j'avais pas vraiment encore compris le sujet qui m'intéressait. Et en fait, le sujet, bah, c'était ça. C'était pourquoi on fait ce qu'on fait, qu'est-ce qui se cache en fait derrière nos choix les plus forts, les plus décisifs. Et comme ce sont des choix qui sont pas rationnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de manière logique en pesant le pour et le contre. On ne choisit pas de faire un enfant en faisant une colonne pour ou une colonne contre. On peut s'amuser à le faire, mais enfin, c'est pas ça, à mon sens, qui va faire qu'on va pencher pour le oui ou le non. L'homme qu'on choisit d'épouser ou pour être le père de nos enfants, c'est pareil. Donc toutes ces questions, je me disais en fait, mais qu'est-ce qui fait qu'on les prend et qu'est-ce qui fait qu'on dit oui plutôt que non à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle personne, telle maison, telle ville, tel job? Et si c'est pas quelque chose de logique, qu'est-ce que c'est? Et comme ce sont en fait, des décisions qui sont profondément inconscientes, bah, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière cet inconscient? Donc, ça peut paraître très psychologique, mais en fait, il y a de tout. Il y a de la science, parce qu'en en fait, on est beaucoup plus instinctifs au niveau animal en fait que l'on croit. Donc on est vraiment mu par plein de réflexes en fait hyper archaïques dont on n'a pas forcément conscience en fait dans le choix des partenaires, etc. Et après il y a évidemment toutes les influences sociales, aussi bien de l'environnement proche, les parents, la famille, toutes les attentes, les traumas, les non-dits, etc., les pressions plus ou moins explicites. Il y a la culture, selon qu'on est en France, en Asie, en Afrique, voilà, on n'a pas du tout les mêmes manières de penser et de choisir et de vivre sa vie et de l'envisager en tout cas. Bref, voilà, il y avait des choses qui venaient un peu de partout et j'avais envie de creuser ça et j'avais envie de fouiller et de faire une enquête, pas pour avoir une réponse parce que évidemment il n'y en a pas de définitive, sinon quelqu'un l'aurait déjà fait avant moi, mais pour essayer de mettre un peu à jour toutes ces influences qui peuvent exister et dont on pourrait prendre conscience parce que ça nous permettrait déjà de se poser les bonnes questions au moment de faire des choix et puis, deuxièmement, oui, de peut-être mieux envisager les suivants en disant, voilà, peut-être que là, si je fais ça ou ce qui me pousse à faire ce choix, il y a peut-être un peu de ça, il y a peut-être un peu de biologie, il y a peut-être un peu de neurosciences, il y a peut-être ce biais, il y a peut-être le fait que mon père a jamais été médecin et donc c'est peut-être pour ça que je vais être médecin, c'est parce que je veux vivre la vie qu'il n'a pas eue, etc. Et donc ça permet, je pense, d'éviter quelques erreurs. Et puis après, il y a toutes les choses qui sont des forces plutôt positives, qui sont derrière les choix qui sont, à mon sens, les plus chouettes, qui sont les choix qui sont motivés par quelque chose de positif, c'est-à-dire on va vers quelque chose au lieu de fuir de quelque chose. Et donc ces choix-là, vers lesquels on va parce que quelque chose nous entraîne, on n'est pas vraiment obligé de savoir ce que c'est. Du moment qu'ils sont positifs et que voilà, c'est pas grave, c'est une intuition et peu importe d'où elle vient, si on est sûr que voilà que c'est une belle énergie qu'il apporte, c'est une bonne je pense que c'est une bonne raison, à mon sens, pour la suivre. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre de côté tout ce qui est frein, en fait.
Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a tous ces paramètres qui nous échappent totalement. Et il y a des moments en même temps, on ne sait pas. Tu vois, par exemple, des fois, on fait des choix par peur Mhm, ou par culpabilité. mhm. Beaucoup, ouais. Et, et oui, beaucoup. Et des fois, ou par nostalgie, ou par comme Mhm, mon père n'était pas médecin, ou alors mon frère aîné a raté ses études de médecine, donc mhm, mhm, faire plaisir à papa, enfin, je vais devenir médecin aussi. mhm. Et parce qu'il a été trop triste, le père, de voir que son fils aîné n'était pas capable d'honorer le contrat. Et par fidélité familiale aussi, on peut Ouais. aussi faire des choix. Et de ce fait, il y a des moments où on n'est pas conscient de tout ça aussi et on s'engage quand même dans des situations où des fois, est-ce qu'on peut toujours aussi, comme tu dis, des fois faire le point parce que quand on n'est pas mu par notre cœur, alors on en a parlé enfin, au téléphone, on disait que des fois, Mhm, les choix du cœur, des fois, ça nous poussait aussi à faire des choix qui étaient hors raison. mhm. Et est-ce qu'on doit déconnecter la raison du cœur aussi dans ces moments-là? On n'a pas, encore une fois, ni toi ni moi n'avons la réponse. Il y a aucun, Non, je pense qu'il y a non, non. l'intuition Alors moi, je me à suis faire, hein. porté ce qu'on appelle le cœur. En fait, le problème, c'est pas qu'il faut pas suivre son cœur. C'est juste que parfois, c'est pas le cœur, en fait. C'est la testostérone ou c'est les hormones et on croit que c'est le cœur et en fait, ça l'est pas. C'est ça qui est très difficile, c'est d'arriver à distinguer ce qui est une intuition versus une peur. Parce qu'on peut dire, ah non, j'ai l'intuition, ça, je le sens pas. Mais c'est peut-être juste qu'on a peur de se lancer. Donc ça, c'est très difficile, en fait, d'arriver à distinguer ce qui est valide et ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas et ce qui est un peu construit par nos peurs et nos angoisses en fait. Mais donc dans ce sens-là, moi je pense que c'est toujours une bonne chose de suivre son cœur à condition d'être, je sais pas, il faudrait être vraiment un sage et d'avoir vraiment appris à savoir ouais, encore une fois, repérer les bonnes influences des mauvaises. Et puis souvent, voilà, quand on dit, moi je raconte dans mon livre l'histoire dont on a parlé hier, une avocate américaine, mère de 4 enfants, mariée avec un autre avocat, la belle maison, la belle vie, la vie mondaine, les beaux habits, etc. Bon, on sent quand même un peu une angoisse hein, derrière tout ça, mais et en fait, elle a complètement pété les plombs un jour en allant défendre un de ses clients qui était un condamné à mort pour le viol et meurtre de plusieurs femmes, donc pas le profil sympathique qu'on a envie de rencontrer. Et en fait, elle est tombée amoureuse de lui, soi-disant d'un coup de foudre, en étant dans sa cellule en l'interrogeant. Et en fait, vraiment, en quelques heures, elle a décidé qu'elle était folle de lui et que c'était plus fort qu'elle. Et donc, que c'était de l'amour et que, parce que c'était de l'amour, ben, il fallait tout lâcher pour ça parce que justement, elle voulait suivre son cœur. Mais, euh, mais en regardant un petit peu de plus près aussi, dans toutes ces interviews, etc. Puis j'ai regardé des recherches aussi que j'ai réussi à recroiser avec cette histoire, moi, je prends le risque de recroiser à cette histoire et qui explique en fait que parfois on peut confondre des émotions. On peut confondre la peur avec l'attirance. Et donc, si on voit quelqu'un, par exemple, dans un contexte où on a peur, c'est typiquement le syndrome de Syndrome de Stockholm. Stockholm. Voilà, Exactement. exactement. On est dans un état qui est vraiment différent de celui d'habitude et on est très vulnérable, en fait, aux émotions, etc. Et dans ces moments-là, si on se plante si la façon dont on identifie et on met un mot sur l'émotion n'est pas la bonne, en fait, ce que nous expliquent les spécialistes qui ont fait plein d'expériences là-dessus, les psychologues, etc., c'est que si on met la mauvaise étiquette sur une émotion, ça suffit pour la rendre réelle, en fait, et de dire, bah, si moi, en fait, je crois que j'ai les palpitations, mon pouls bat très fort, j'ai les mains toutes moites, c'est que je suis attirée par ce type. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'elle avait juste super peur de se retrouver dans une cellule avec un criminel. Ce qui est très probable, ce qui est à mon sens beaucoup plus probable. Sauf qu'à partir du moment où elle décide que c'est de l'attirance et de l'amour, c'est fini, ce sera de l'attirance et ça va devenir de l'amour. Mais l'amour, c'est pas une émotion. L'amour, c'est un état, c'est un sentiment. L'émotion qui est avant ça, c'est l'attirance, le désir. Donc déjà, pour le transformer ensuite en amour, c'est encore une autre phase. Donc là, à mon sens, il y a deux choses qui étaient un petit peu confus. C'est que, un, elle dit qu'elle est tombée amoureuse, mais en quelques heures, c'est pas possible. On peut être attiré pour plein de raisons. Et puis après, le transformer en amour, il faut aussi laisser voilà, que la relation. Et pour moi, l'amour a quand même un moment donné, quand on choisit quand même de se marier, donc de divorcer, de perdre la garde de ses 4 enfants, parce que se marier avec un criminel, en général, ça se passe pas très bien devant le juge. Et donc, c'est de laisser tomber sa carrière, parce que plus personne voulait l'embaucher. Et donc, en fait, elle a vraiment littéralement tout lâché pour une vie qu'elle n'aurait jamais. Parce qu'en plus, le gars, il était condamné à mort, il allait jamais sortir. Donc, ça veut dire une vie à aller le voir en prison, à n'avoir aucune intimité, aucune vie de commune, et donc une relation complètement fictive où on ne connaît pas la personne en dehors de sa cellule. Enfin bref. Donc, à un moment donné, on se dit quand même, OK, il se peut qu'il se soit passé quelque chose. Pour autant, est-ce que c'était une bonne décision?
J'ai du mal à le croire. Alors elle va dire que oui, mais parce qu'elle dit j'aurais connu l'amour inconditionnel. Mais à quel prix? Et puis aimer n'importe qui, c'est pas non plus une super bonne idée. Donc voilà, c'est dans ce sens que je dis pas il faut pas suivre son cœur, je dis juste attention à ce qu'on appelle le cœur et attention à ce qu'on croit qu'il nous signale, c'est tout. Oui, après, moi, quand j'évoquais le cœur, c'était pas forcément des histoires d'amour. Tu sais, des fois, on Ouais, dit qu'on va être oui. porté aussi, tu sais, par une certitude de quelque chose qui va. Après, ça peut pas être une histoire d'amitié, ça peut être aussi une histoire de Mhm. cœur. C'est pas Ouais, forcément une histoire charnelle, mais ouais. ce cœur-là, à mon avis, c'est plus en opposition, plutôt, on va dire, comme Antoine de Saint-Exupéry, tu vois. C'est plutôt, Mhm. voilà, le cœur a des raisons que la raison Ouais, la ignore. raison n'a pas. Ouais. Et exactement. Et donc, du coup, c'est plutôt dans cet esprit-là. Après, Mm, bien sûr. comment cette Ouais. femme, elle s'en est sortie justement après toutes ces années-là? Parce que toi, quand tu racontes son histoire, c'est au moment où elle le narre et c'est bien antérieur Ah non, il y a du à recul parce maintenant. que en fait, j'ai trouvé des articles sur à partir du moment où ça s'est fait, parce que en plus ils se sont mariés à la télé. Donc en fait, enfin, c'est le côté aussi américain où il y avait 12 millions de spectateurs. Ouais, elle est dans sa robe de mariée avec un prêtre à côté chez elle. Elle attend un coup de fil de son futur mari qui est en prison, qui l'appelle et tout ça devant 12 millions. Donc c'est difficile aussi de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de, il y avait quelque part on se dit bon cette femme avait besoin d'exister en fait, elle n'en pouvait plus de sa vie et elle a craqué et elle avait envie d'avoir tout d'un coup une mission, quelqu'un à sauver parce qu'évidemment elle s'est battue, elle l'a défendu toute sa vie en disant qu'il était innocent. Donc c'est pour ça aussi. Ouais. Mais non, il y avait du recul parce que là il est mort déjà depuis quelques années et ils ont été mariés 20 ans ou quelque chose comme ça si je me souviens bien. Donc et elle après elle est restée mordicus, elle était persuadée. Mais pareil parce que les spécialistes disent que le truc c'est que alors déjà il y a une maladie qui s'appelle l'hybristophilia qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent amoureuses des criminels. Alors ça, c'est improbable, mais en fait, apparemment, c'est très fréquent. Et deuxièmement, en fait, ils disent, les femmes comme ça qui sont un peu misérables dans leur vie, bien qu'en façade, tout soit formidable, en fait, elle avait une vie assez plate, elle n'existait pas, elle n'était pas considérée. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve avec une mission de vie géniale, sauver ce gars elle a décidé qu'il était innocent. Et en plus, il est tout pour elle, parce que lui, il a rien à faire en prison, en fait. Il est tout seul, c'est l'enfer, personne ne vient le voir, et du coup, bah, il lui écrit des lettres d'amour, etc. Donc elle a l'impression d'exister, elle dit il m'aime, il n'arrête pas de le dire, ce que son mari avait dû arrêter de faire depuis un petit moment, et du coup, bah, c'était génial pour elle, parce qu'il était corps et âme, il risquait pas de la tromper, enfin, voilà, il y avait... Et donc, en fait, c'est devenu un peu un truc où elle se dit non, non, finalement, c'était la bonne décision, et puis voilà. Mais oui, oui, donc pour répondre à ta question, avec un grand détour, il y a un peu de recul. Après, moi, je veux pas juger. J'essaie juste de. J'ai vu qu'il y avait ces recherches-là et je me dis, voilà, c'est possible qu'il se soit passé ça. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fiche de cette histoire. Ça veut dire que nous aussi, il y a peut-être des fois où on a. Je sais pas, moi, je repensais à des fois où j'avais été attirée par des mecs et maintenant, avec du recul, je me dis, mais comment c'est possible en fait? C'est impossible. Enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé à ces moments-là? Et en revenant là-dessus, je voyais que c'était toujours à des moments de ma vie où j'étais dans des transitions ou des moments de changement ou des vacances ou voilà, quand on est un petit peu coupé de son quotidien, on est beaucoup plus vulnérable et on peut être beaucoup plus facilement. C'est ça en fait, ces émotions arrivent beaucoup plus facilement et si on encore une fois, si on les nomme mal et on les identifie mal, ben, on se retrouve avec les conséquences par contre de ces mauvaises décisions parce qu'on les fait, mais sur une mauvaise base en fait, en quelque sorte. C'est ça. Et on peut se marier pour se faire connaître aussi du monde et de la société. Et c'est pas Ouais. forcément des choix d'amour. Hein, on est Ah oui, oui, bah, d'accord. à l'inverse, oui, oui. Elle avait vraiment envie de connaître l'amour, etc. À l'inverse, on peut faire, oui, on peut faire exactement le chemin inversé et faire ce qu'il faut parce qu'on a peur de se laisser. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et du coup, je sais pas si tu évoques le film Mister Nobody. Tu vois Non, ce film ou non, non, pas? non, 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 non. C'est quoi? Juste avant le live, je me suis dit, mais ça me fait vraiment penser, parce que ça a été vraiment tout le temps ma question, en fait, de savoir. En fait, c'est pas, je suis pas du tout quelqu'un de Ouais. nostalgique. Hein. Quand je fais des choses, je les acte et c'est OK et je le fais. Et voilà, après, je dis pas que j'assume les conséquences. Mhm, C'est même pas des mhm, conséquences, c'est des choix. Et c'est alors soit dicté par mon cœur ou par mon esprit, mais en même temps, ben, j'y vais.
Mais il y a des moments, je m'amuse aussi à faire, tu sais, si j'avais fait ça, ce serait ça, si j'avais fait ça, mais en fait, Ouais, c'est ouais, bien, ouais, parce ouais. que forcément, Dangereux, ça. Ouais, ouais. exactement. Et du coup, Mister Nobody, c'est quoi? C'est, enfin, en tout cas, l'image que j'en ai, alors, ne me demande pas le nom du réalisateur, je ne sais pas. Si vous savez, dites-le en commentaire. C'est, en tout cas, l'image que j'en ai, c'est un petit garçon qui est sur le gare avec son père et sa mère. C'est un film américain. Et il est là, il est divisé, et tout le film va être vivre avec papa. Voilà la conséquence. Et donc, c'est filmé, si tu veux. Et puis, il y a des moments où il fait un peu rewind et il va se retrouver dans la vie s'il avait choisi de vivre avec sa maman. Ouais, ouais. Ah, il faut que je le regarde. Ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Mais il y a un autre film comme ça, mais sur une décision qui n'est pas délibérée. Donc, moi, je trouve ça un peu moins intéressant, qui s'appelle Sliding Doors, qui est un vieux film avec Gwyneth Paltrow, où elle rate un métro. Et en fonction de. Elle arrive à l'avoir. Elle court, elle passe, elle arrive à prendre le métro, ou elle le rate. Les portes se ferment devant elle et elle doit attendre le prochain. Et en fait, comme elle fait une rencontre dans le métro, et ben voilà, ça va changer toute sa vie. Et donc, ça s'est joué à 2 secondes. On prend le métro ou on le rate, et la vie qui va avec, en fait, est complètement différente. Après, c'est vrai que moi, je m'intéresse plus aux décisions qu'on prend consciemment, donc peut-être plus comme le film que tu évoques toi, où c'est nous qui avons à un moment donné décidé ce job-là plutôt que cet autre, ou ce mec-là plutôt qu'un autre. Et là, bah oui, on peut s'imaginer quelle vie on aurait eu avec une autre personne ou avec un autre choix, évidemment. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce qu'en fait, on ne saura jamais. Donc, Bon, là, non, jamais. Puis bon, c'est vrai que là, c'est un peu particulier parce que c'est l'histoire d'un enfant qui est un petit peu victime aussi de la séparation de ses parents, et donc le choix ne lui incombe pas véritablement. Mais dans ce film-là, dans la fixe, c'est vraiment les parents avec beaucoup de bienveillance aussi qui demandent aussi à l'enfant bah, voilà, de se positionner, ce qui est évidemment impossible. Donc, un peu compliqué. Bon, peut-être c'est pas forcément le sujet, mais bon, voilà. Et du coup, tu parles d'Émile H dans tes posts, et du coup, tu parles de Sacha Guitry, qui est un de mes auteurs préférés. Alors, pas Sacha Guitry, Romain Gary. Excuse-moi, pourquoi je dis Sacha Guitry? J'espère que tu l'aimes bien aussi. C'est pas grave, mais j'aime beaucoup Sacha un Guitry. truc. Je préfère Romain Gary. Non, je pense à Cœur de femme, tu vois, pas du tout avec Sacha Guitry. Oui. Bah, après, lui, c'est le candidat idéal pour les vies qui sont vécues par procuration. En fait, je fais un parallèle entre lui et Hugh Hefner, qui est le fondateur de Playboy, en fait. Et l'idée, c'était de raconter l'histoire de Hugh Hefner, qui est américain, né à Chicago, dans une famille ultra puritaine. Ils n'ont rien le droit de faire à la maison, c'est vraiment pas marrant. Pas de radio, pas de gros mots. Il dit, voilà, mes parents ne parlaient jamais de sexe. Il devait d'ailleurs jamais y avoir touché à part 2 fois pour nous faire, moi et mon frère. Enfin voilà, il dit c'était vraiment très strict, pas d'affection. Avec les enfants, etc. Lui, il suit le chemin quand même voilà, que sa famille lui a montré. Il prend un job, il se marie avec sa copine du lycée, il est resté vierge toute sa jeunesse pour l'attendre le jour du mariage, etc. Et puis, voilà, donc j'arrête là. Mais on se dit, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il a quand même dû péter les plombs pour devenir playboy et vivre dans un manoir avec plein de filles pulpeuses, etc. Et donc après, bon, il y a plein d'hypothèses. Et à côté de ça, en fait, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est marié, ils ont eu des enfants. À 27 ans, il a voulu lancer son propre magazine. Et puis après, très vite, comme les magazines parlaient de filles, etc., il s'est dit, en fait, ce que je veux faire, c'est pas juste créer un magazine, c'est vivre le magazine, en fait. Et du coup, il a dit, bah, moi, je vais vivre la vie de mon magazine, je vais être l'expérience vivante de mon sujet. Et donc, il a divorcé, il a acheté un manoir, il a mis plein de filles dedans, et il a dit, bah voilà, à partir de maintenant, ma vie, c'est un enterrement de vie de garçon perpétuel, quoi. Et il est mort très âgé, il y a 2 ou 3 ans. 37 ans, Sophie? Sophie, Ouais. tu as 37 ans. Moi, j'en ai 58, mais je veux dire que Ouais. Hefner, j'ai pas son âge, mais je veux dire, rappelle-toi même que c'était la fin des années 60. Et donc, à un moment donné, il a lancé en 53, Playboy. Ouais. Ouais, mais ah ok, d'accord. Moi, je pensais que c'était. En fait, il avait exactement le même âge que.
Ouais, il est né en 29, il est né en 14, je sais plus. Enfin, il est mort à presque 100 ans il y a 2-3 ans. Donc, ouais, il a dû naître à la fin de ouais, Ok, ok. 1919 ou un truc comme ça. Et du coup, bon, voilà. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'il pète les plombs à ce point? Et en fait, le parallèle avec Romain Gary, c'est que lui, c'est exactement l'inverse. Il est né en Russie d'une maman qui fantasmait totalement sur la France, etc., qui était hyper proche de son enfant, toujours dans les démonstrations pas possibles d'affection. Donc, un modèle éducatif totalement différent. Mais par contre, il a apporté les espoirs de sa mère toute sa vie parce qu'elle, elle avait voulu, elle voulait être grande actrice, elle voulait être quelqu'un en fait, peu importe comment. Et elle a élevé son fils en lui, bon, vous avez tous lu La promesse de l'aube, mais elle l'a élevé en lui disant tu seras prix Nobel. En fait, tout va aller. C'était soit il allait être grand musicien, soit grand général, soit grand diplomate, et si possible tout à la fois. Elle voulait juste qu'il soit quelqu'un et qu'il soit français. Et donc, elle s'est battue toute sa jeunesse, elle s'est sacrifiée, enfin pas toute sa jeunesse, toute sa vie, elle s'est sacrifiée, elle l'a élevée toute seule. Et lui, il a vu ça, il a vu sa mère, en fait, tout donner et tout miser sur lui en lui prédisant chaque fois un destin immense. Il l'a vu finalement arriver à l'emmener en France. Et puis, ce pauvre gamin disait, mais comment je vais être à la hauteur de ses attentes? Et quand il est mort, alors lui, il s'est suicidé à 69 ans ou 66, je sais plus. Et il s'est suicidé, donc il était pas bien, il était déprimé, et il avait l'impression d'avoir complètement raté sa vie, alors qu'il avait fait tout ce que sa mère attendait de lui. Il avait été grand diplomate, il a été décoré par le général de Gaulle, il a eu 2 fois le prix Goncourt, il a fait tout ce qu'elle voulait de lui en fait. Et à la fin de sa vie, il disait sans arrêt que en fait, il se prenait pour un immense raté, parce qu'en fait, c'était pas sa vie. Et je me dis, en fait, ce qui s'est passé entre Hugh Hefner, qui lui, à un moment donné, a dit, bah, en fait, fuck, littéralement, je m'en fous, moi, de tout ce qu'on attend de moi, d'avoir la bonne vie. En fait, je m'emmerde. Et puis, je vais vivre la vie telle que je la rêve. Alors, je sais pas s'il était beaucoup plus heureux, mais en tout cas, il est mort beaucoup plus vieux et il s'est pas suicidé et il avait le sourire. Et Romain Gary, qui a vécu la vie de quelqu'un d'autre, en fait, a été misérable toute sa vie parce qu'il n'a pas pu faire lui-même ses propres choix et sa propre vie. Et ça vient aussi donc du rapport avec les parents. Et puis, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des attentes et est-ce qu'on est capable à un moment donné de. Alors, à mon sens, Uli Hefner est allé peut-être un peu trop loin. Et donc, ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, j'ai dit, bon, on peut péter les plombs, mais à ce point, c'est quand même dingue. Et en fait, lui, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on apprend dans son histoire que le jour de sa nuit de noces, il apprend en fait que sa femme l'a trompé pendant qu'il était à l'armée. Et du coup, apparemment, ça a été un drame pas possible. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été cassé chez lui. Et là, il a dû se dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais me venger, et puis je vais me taper toutes les filles que je croiserai, qui sont d'ailleurs toutes blondes, alors que sa femme était brune. Donc il y a quand même aussi un trauma. Il y a un trauma avec son éducation, où déjà on sentait que ça bouillonnait et qu'il en avait un peu marre. Et là, finalement, le coup de sa femme, ça a dû lui dire, bon, bah, tu sais quoi, tout ce qu'on t'a raconté et toutes les contraintes qu'on t'a mises, c'est de la flûte, et ben, va t'amuser, vis ta vie. Et visiblement, il s'est bien marré toute sa vie quand même. Donc voilà, après on peut être d'accord avec son modèle ou pas, mais moi je suis fascinée par le personnage. Et je suis surtout super triste de voir que, voilà, que Romain Gary a été. Alors pour nous, c'est formidable parce qu'il a un héritage littéraire qui est magnifique, mais pour lui et pour sa vie, c'est terrible en fait. C'est terrible d'avoir fait tout ça sans en avoir envie en fait. Mais voilà. Donc ça, c'est pour Romain Gary, c'est ça l'histoire. Avec mon éclairage, mais bon, Ouais, bah, puis c'est la promesse de l'aube, c'est lui-même qui l'a formulé comme ça, hein. ouais, c'est ça. Après, il y a eu aussi le décès de sa femme. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a eu aussi des histoires qui se sont entremêlées par rapport à tout ça Oui, aussi. oui, bah même s'ils étaient plus ensemble, hein, et puis qu'ils disaient que ça avait rien Oui, à mais quand voir, même. mais bien sûr, mais toute sa vie amoureuse aussi a été compliquée par ça, aussi par les relations qu'il avait avec sa Bien mère sûr. et la relation qu'il avait lui avec sa propre vie, qu'il n'arrivait pas à vivre en fait. Donc voilà, après moi je donne que des pistes et en disant voilà, est-ce que c'est pas possible qu'il se soit passé ça, puis après chacun fait son interprétation, mais voilà en fait. Et du coup, ton livre, il est articulé comment? Alors, c'est sous forme de témoignages comme ça, parce que là, tu as parlé de cette femme aux États-Unis, Mm, tu viens de parler du Gelter, voilà. Et mhm. du coup, c'est à chaque fois un chapitre avec une histoire, Oui, en fait, ou tu j'essaie rentres quand même aussi sur le d'avoir côté, un- effectivement, un- biologique, ouais. etc., avec des chapitres par rapport à tout ça. Oui, non, en fait, j'ai essayé de. Bon, je suis partie du. Moi, c'est des interrogations personnelles, donc je parle un petit peu de moi, surtout en introduction, pour dire pourquoi moi, à un moment donné, j'ai eu envie de comprendre ça, etc. Donc, parfois, je parle un peu de moi en me disant, mais
à ces moments-là, j'ai fait ce choix-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est des choix parfois que je m'explique pas et donc j'avais envie de comprendre. Mais en faisant cette démarche, j'avais aussi envie de raconter des histoires qui sont plus intéressantes que les miennes, parce qu'elles sont plus fortes, parce qu'elles sont plus. Moi, je viens du journalisme aussi, donc il faut toujours qu'il y ait un peu de. Il faut que ce soit un peu exceptionnel, parce qu'on raconte des histoires, voilà. Et puis c'est ça qui intéresse les gens. Donc effectivement, je parle de Hugh Hefner, de Marilyn Monroe, je parle de Gainsbourg, je parle de plein de gens, parce que aussi l'idée, c'est aussi d'apprendre des choses aux gens qui lisent et pas raconter toute sa vie. Donc moi, j'ai plutôt pris des histoires qui m'ont intéressée avec des choix très différents et j'ai cherché un petit peu de partout. J'avais toujours un peu des intuitions sur ce qui pouvait s'être passé, donc ça me guidait un petit peu dans les recherches que j'allais faire. Et puis, selon ce que je trouvais, j'ai fait des chapitres comme ça. Mais l'idée, c'est le début du livre, surtout montrer tout ce qui est frein, comme je disais, donc tout ce qui nous empêche de raisonner. On pense qu'on est rationnel et qu'on prend des décisions de manière très logique. Et en fait, non, parce que même neurologiquement, en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont montré qu'on avait tous ces biais cognitifs et qui font qu'on croit qu'on choisit le bon yaourt ou qu'on prend la bonne décision dans le business, etc. Et en fait, on se rend compte que non, rationnellement, c'est pas la bonne décision. Mais en fait, il y a plein de choses dans nos cerveaux qui nous ont un petit peu faussé le raisonnement. Donc ça, c'est un petit peu la première partie, c'est montrer tout ce qui est vraiment ce qui va contre notre rationalité sans qu'on en ait conscience, mais d'un point de vue plutôt physique, biologique, etc. Le point de l'instinct animal, il est hyper important aussi parce que bon, après je vais faire des digressions, mais voilà. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est influence sociale, culturelle, etc. Puis j'avais aussi envie de montrer de questionner notre approche au choix d'un point de vue plus philosophique, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, en fait, ça date de pas très longtemps en fait, depuis les années 50 et après les années 60, 68 où en fait on a mis le choix, on l'a érigé en valeur absolue et surtout les Américains en fait qui disent ils veulent toujours avoir le choix de tout à tout prix et en fait c'est aussi un poids le choix. Il y a des moments où c'est mieux de pas avoir le choix en fait. Et je voulais un petit peu questionner aussi cet attachement qu'on a au choix et qu'aujourd'hui plus personne n'ose vraiment questionner parce que on a grandi avec l'idée qu'avoir le choix tout le temps et d'avoir le plus grand nombre de choix possible, c'est bien et c'est préférable et c'est souhaitable. Et en fait, non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est paumé. On a du choix pour tout. On a des choix sur Tinder, il y a des millions de profils. On nous dit qu'on peut faire tous les boulots qu'on veut parce qu'il suffit de le vouloir. On nous dit qu'on peut réussir sa vie, encore une fois, que c'est une question de volonté, etc. Et en fait, ça nous rend vraiment, ça nous rend très anxieux. Parce qu'en fait, on se dit, si je rate ma vie, c'est de ma faute aussi. J'ai pas fait les bons choix. Et donc, j'avais aussi un petit peu envie de parler de cet aspect-là, de le choix. Moi, je suis vraiment très pro-choix pour la plupart des choses. Et je me dis attention, en fait, à pas l'ériger en valeur absolue et se dire, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir toujours le choix et puis d'être toujours libre. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça non plus qu'on avance dans la vie et que parfois, en fait, ça peut être très, très, très lourd et très, très angoissant. Donc il y a une partie aussi qui est un peu plus philosophique et sociologique parce que je compare ça avec d'autres cultures pour lesquelles voilà, les décisions des gens sont très différentes. Par exemple, la manière d'essayer de se rendre plus heureux est très différente dans les cultures asiatiques par rapport aux cultures occidentales. Et c'est pareil, nous on est en ce moment le développement personnel à tout va et quand on demande aux gens qu'est-ce que vous feriez pour devenir plus heureux, etc. Si vous aviez un petit peu plus de temps. Et en fait, on entend toujours un peu la même chose. Je prendrai plus de temps pour moi, je ferai un cours de ceci, un cours de cela, je ferai plus de sport, j'apprendrai des choses, je voyagerai, blablabla. Et en fait, les expériences ont montré que les gens n'étaient pas plus heureux en faisant ça, en s'occupant d'eux et en se regardant sans arrêt le nombril, alors que dans les cultures asiatiques, on posait la même question aux gens et on leur dirait qu'est-ce que vous feriez si vous avez plus de temps et puis en fait ils disent je m'occuperai plus de mes parents, je m'occuperai plus de mes enfants, je contribuerai plus à la communauté et en fait eux pour le coup réussissaient quand on regardait quelques années après si ça avait marché comme stratégie, ils étaient beaucoup plus heureux mais ils avaient justement moins pensé à eux et ils avaient plus donné et ils étaient beaucoup plus heureux. Donc, je voulais aussi questionner cette dimension culturelle aussi, de cette approche au choix pour pouvoir parfois la repenser et se dire que parfois, avoir trop de choix, c'est vraiment c'est nocif et qu'il faut savoir aussi se mettre des contraintes
pour faire les bons choix, parce que c'est aussi des contraintes que viennent les belles décisions parfois. Et puis parfois, il vaut mieux pas les prendre du tout. Un choix médical, un divorce, ben, s'il faut fixer une pension alimentaire, c'est mieux que ce soit pas nous qui le faisions. Un choix d'une décision médicale, ben, c'est beaucoup plus facile à accepter et à vivre si c'est un médecin qui l'apprend que nous, un arrêt des soins pour un parent ou un enfant malade ou des choses comme ça qui sont, et c'est pas moi qui le dis, hein, tout est documenté scientifiquement avec des expériences, des gens qui ont des doctorats et qui se sont vraiment intéressés de près à ça. Et donc, voilà, donc ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie, c'était plutôt ben, ça, ce qu'on a évoqué, les choix qu'on a fait et les choix qu'on n'a pas fait. Donc, comment on vit avec ça, en fait, les choix qu'on a fait, dont on n'est pas forcément, avec lesquels on n'est pas forcément très à l'aise. Et puis surtout ceux qu'on n'a pas fait, qui peuvent pourrir notre vie, parce que voilà, on est dans le doute permanent, etc. Et puis et après, il y a 5 parties, c'est un peu long, alors vous m'arrêtez si c'est chiant. Mais, Non, mais écoute, et c'est la intéressant. quatrième Au partie, contraire, le but, il c'est est d'en savoir plus, tu vois. ouais, j'arrivais pas à m'arrêter. Et puis après, la quatrième partie, moi je trouve la plus chouette, c'est voilà, toutes les forces un peu inconscientes qui sont derrière nos choix. Depuis les émotions à l'amour, la peur de la mort, ça c'est un truc, on n'y pense jamais, mais en fait la peur de la mort, ça guide à peu près toutes nos décisions, d'une manière ou d'une autre. Et les valeurs, le poids des valeurs. Et puis après, la dernière partie, c'est un peu, ben, voilà, donc si c'est le bazar, que tout est trop complexe, qu'il y a plein d'influences de partout, de tout niveau et de tout type, comment on fait? Enfin, c'est impossible en fait d'arriver à se dire ok ça c'est ça en fait, puis en plus il y a plein de choses contradictoires en plus, donc c'est vraiment un gros bazar. Donc ça vaut le coup de se poser des questions, mais ce que je dis à la fin aussi, c'est qu'il faut savoir arrêter à un moment donné et justement s'en remettre à quelque chose de plus qui vient de plus loin et qui est pour moi que j'appelle plutôt l'intuition, mais qui est qui est un petit peu cette espèce de mixage de tout ce qu'on sait parce qu'on l'a appris avec l'expérience, de l'instinct, de l'expérience et puis de tout ce qui nous anime sans qu'on en ait vraiment, on n'ait pas forcément mis les mots dessus et on n'a pas forcément besoin de le faire, mais d'être capable de suivre en fait à un moment donné c'est un chemin qu'on a juste envie de suivre en fait tout simplement, mais du moment je perds mais je pense que la vraie différence entre un bon et un mauvais choix, et moi je préfère dire un beau choix plutôt qu'un bon ou un mauvais, c'est vraiment est-ce que c'est quelque chose oui, qui nous aspire, quelque chose qui va vers le beau en quelque sorte. On veut faire quelque chose, on a une envie, il y a une joie en fait qu'on recherche, on veut faire ce job parce qu'on veut faire ce projet parce qu'on en a envie, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui allume une petite lumière et pas parce qu'on a peur de quelque chose ou parce qu'on veut fuir de quelque chose ou de quelqu'un. Donc voilà, c'est plutôt ça. Mais donc il y a vraiment, moi je suis une grande fan j'intellectualise énormément, donc j'aime beaucoup réfléchir et penser, mais le gros défi, c'est savoir aussi quand arrêter. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire non plus, surtout en Occident, c'est que on veut tout rationaliser et tout ce qui n'est pas expliqué, justifié et documenté, on ne veut pas l'écouter. Et donc, on n'écoute pas vraiment son intuition. Et en plus, on n'est pas connecté à son intuition parce qu'on a complètement perdu l'habitude de le faire. Je veux dire, on a une question, on regarde sur Google, on n'essaye plus d'essayer de savoir autrement, etc. Donc, à partir de là, après, c'est normal que les gens soient perdus et qu'ils ne sachent pas écouter leur petite voix ou leur cœur, comme tu dis. C'est parce qu'en fait, on n'est plus du tout connecté à tout ce qui nous anime, on ne sait même plus, en fait. Je raconte l'histoire de deux gars, deux Américains qui ressemblent à tout le monde, qui avaient un job dans une boîte de télécom, qui gagnaient bien leur vie, etc., qui achetaient plein de choses, ils étaient tout contents, ils avaient l'impression de réussir leur vie. Puis à un moment donné, ça a explosé en vol, il y en a un qui a perdu sa mère, l'autre qui a divorcé, ils ont démissionné, ils ont tout lâché, et ils se sont dit, mais en fait, voilà, maintenant on a tout lâché et on se retrouve comme deux cons, parce qu'en fait, on sait même pas ce qu'on a envie de faire, en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que c'est ça, les gens ont envie d'arrêter quelque chose de leur vie, en même temps, ils savent Oui, mais pas, ils savent même plus ce qu'ils aiment et et c'est terrible parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on a un petit peu déconnecté pendant tout ce temps et que réapprendre ça, ça va être compliqué, en fait. Mais voilà. Mais c'est très positif quand même. Comme livre, c'est pas juste, c'est très compliqué et en plus, on sait pas. Le seul outil qu'on aurait pour se sortir de ça, on l'a complètement négligé et du coup, mais voilà. Mais ça veut dire que quelque part, on a les réponses quand même, quelque part. Je pense qu'on les a, il faut arriver à se oui, on a les reconnecter, quoi. réponses et comme tu dis, enfin, à mon sens, en tout cas après ça, dans oui,
voilà, après c'est sans l'influence aussi de toute cette société ou ces conditionnements aussi dans lesquels nous nous sommes mis aussi tout seuls. C'est des fois, c'est pas facile non plus. Et aussi avec l'âge et l'expérience, comme tu dis, qui fait que des moments, on va plutôt s'affirmer sur des positionnements avec des choix qu'on assume justement, peut-être plus avec cette liberté. Après, cette liberté, c'est encore en discussion. C'est à peu près la même chose. On se sent libre qu'on donne pas et on ne l'est pas nécessairement non plus. Donc après, chacun fait comme il peut aussi avec ce qu'il est à l'instant où la proposition se fait. Hein. Mais par rapport à l'intuition, Oui. Ce qui me paraît le plus important, c'est effectivement d'être connecté à sa quintessence propre. Et pour ça, je pense qu'il faut aussi faire ces temps de silence auxquels on n'a pas toujours accès. En tout cas, on ne se les donne pas non plus, tu vois. Parce qu'au début du live, tu parlais de burn-out. Je ne sais pas si c'est parce que tu fais un burn-out ou parce que tu l'as prononcé toute seule. Non. Non, j'ai pas fait. Non. Mais en même temps, on est dans cette espèce de, tu sais, c'est comme, je dis, j'en sais rien, mais j'ai l'impression, tu sais, qu'on est comme dans le tambour de la machine, en fait. On est tout le temps à l'essorage et on ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est pas la machine qui doit s'arrêter, c'est à nous de mettre le bouton sur pause. Parce que sinon, on est dans le flux de la vie et ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est aussi nous d'être responsable aussi de ces temps de silence pour pouvoir aller se reconnecter aussi à qui nous sommes. Et c'est vrai que, voilà, ce temps-là, il nous a été aussi offert pendant un an très particulier. C'est peut-être ces questions aussi pas qui si vous arrivent. avez des petits-enfants, mais si vous n'avez pas d'enfants en bas âge, oui. Mais sinon, non, c'était pas l'année. Enfin, oui, des remises en question, mais après. Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il faut. On n'a plus de temps mort, en fait, en ce moment. Il y a des recherches aussi qui sont super intéressantes et qui montrent qu'en fait, on prend des meilleures décisions quand on réfléchit pas. Quand on a eu un petit moment, en fait, de distraction. C'est que on pose un problème, il faut pas essayer de. Bon, un problème, voilà, une question, un choix à faire. Il faut pas le faire tout de suite. Il faut aller marcher, faire autre chose, même lire un livre, voir un film. Et en fait, on prend une meilleure décision après. Alors, pas, là, les expériences, elles ont été faites sur des choses mesurables. Donc, ils demandaient, par exemple, à des fans de foot de faire un pronostic d'un match à venir. Et puis, ils les divisaient en 3 groupes. Et il montrait, donc le premier groupe devait se prononcer tout de suite. Le deuxième groupe avait un petit temps de réflexion avant de donner son pronostic. Et le troisième groupe, on leur posait la question, on leur faisait faire autre chose. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient partie d'une expérience ils pensaient qu'ils étaient juste là pour donner des pronostics. Mais on leur a fait faire un petit jeu, bref, on les a distraits pendant un petit moment. Et après, on leur a dit, tiens, au fait, c'est quoi ton pronostic? Et ils ont donné leur pronostic. Et en fait, ceux qui avaient le meilleur pronostic, c'était ceux qui avaient fait quelque chose entre-temps, en fait, qui n'avaient pas réfléchi au problème. Parce qu'ils ont déjà la réponse, ils ont déjà leur connaissance, leur expérience de fan de foot, etc. Et, ils avaient pas... et en fait, le fait de réfléchir, ça les a un petit peu coincés. Ils ont commencé à intellectualiser quelque chose qu'ils savaient déjà, parce que voilà, au bout d'un moment, en fait, l'intuition, c'est pas juste l'instinct. Pour moi, c'est vraiment très différent de l'instinct. C'est que ça intègre une dimension qui est l'expérience. Et donc, en fait, au bout d'un moment, le cerveau est super bien fait, ou le cerveau, je sais pas, c'est un mélange de tout. Et en fait, c'est comme un grand mixeur qui livre une réponse sans qu'on sache pourquoi on le sait ou comment on le sait, mais on le sait. Il faut simplement apprendre à lui faire confiance. Mais on a besoin à un moment donné de lâcher. Et donc moi, je sais que maintenant, quand j'ai une décision à prendre, je fais quelque chose entre les deux. Et je vais faire autre chose, je me change les idées. Et c'est quand on se change les idées ou en faisant rien, en fait, c'est-à-dire en étant ce qu'on ne peut plus faire non plus aujourd'hui, parce qu'on n'en a vraiment plus l'habitude. Ce qu'ils appellent, les Américains appellent ça le daydreaming, en fait, c'est le fait d'être là, oisif, sur un fauteuil, en faisant rien. Et ça, on le fait plus jamais, en fait. Et on ne laisse plus les enfants le faire non plus, ce qui est terrible, parce que du coup, on est toujours en train de les stimuler, on les voit 2 secondes s'emmerder, et hop, vite, on leur donne un truc, un coloriage. Et en fait, c'est super important, parce que c'est là où tout se connecte, en fait, dans le cerveau. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a appris, un peu comme quand on dort, c'est là où les connexions se font, sans qu'on en ait conscience. Et après, ça nous livre, dans les moments où on a besoin, ça peut nous livrer des réponses. Mais on a besoin de ces moments où les connexions se font. Et ça, le default network, il faut arriver c'est pas à le stimuler, c'est exactement l'inverse, c'est juste lui laisser le temps à un moment donné de faire ses connexions tranquilles dans son coin et puis de pas tout le temps réfléchir en fait et de se stimuler sans arrêt quoi. Non, parce qu'en fait, on a tout le temps les réponses, même si effectivement, comme tu te disais tout à l'heure, il y a des moments où il vaut mieux faire reporter sa réponse sur quelqu'un, peut-être sur le parce qu'on est peut-être trop justement dans l'émotion.
Mais Oui, puis ça en même dépend du temps, choix. Ouais. moi, je me pose la question, ça dépend des fois, bien sûr, on ne peut pas faire de généralité, mais par contre, je me Mm. pose la question de savoir quand on pense avoir fait un mauvais choix ou quand on fait un acte Mm. voilà, posé, euh, est-ce que c'est vraiment le mauvais choix ou c'est parce qu'on revient dessus a posteriori? Parce qu'une fois, des fois, quand on est dedans et c'est OK. On n'a pas Mhm. besoin non plus de revenir sur la position. Et c'est des fois en revenant dessus qu'on se pose des questions pas inutiles alors que le choix est acté et puis la décision a été prise et c'était OK. Je Mm. Mm. ne sais pas ce que tu en penses. Ah, ça, je sais pas trop. Je Parce que saurais je pas trouve que dire. Je des pense fois, qu'un souvent, choix, quand il est fait, ouais. Oui, non, ouais, mais mais des fois, revenir justement, dessus ou... c'est là où l'accumulation, la culpabilité, les regrets, etc., etc. Alors que bon, une fois que c'est fait, Ouais, normalement, mais on alors, devrait pouvoir. en fait, ce qu'il faut arriver à faire, je crois, en fait, encore une fois, c'est sur des choses sur lesquelles je suis tombée, etc. C'est l'importance ce qu'on appelle le storytelling. En fait, c'est comment il faut arriver, en fait, à reprogrammer l'histoire qu'on raconte, en fait, de ce choix. Parce que si on se dit, oui, c'est un mauvais choix, nanana, on va toujours vivre avec ce poids énorme. Sauf si on essaye de changer un petit peu le narratif qu'il y a derrière ça et qui fait qu'on peut beaucoup mieux le vivre, en fait, et se dire, bah, ok, j'ai fait ce mauvais choix, mais ça m'a appris telle chose. Et puis, enfin voilà, l'histoire qu'on va se raconter du choix, de ce qui nous a emmené, et puis de ce qu'on va en faire, en fait, est super important pour arriver à mieux vivre avec. Parce que c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, oui, on va ruminer, etc. Mais autant en faire quelque chose d'intéressant et de positif, en fait. Et les mauvais choix, à mon sens, sont super intéressants. Bon, sauf si on a écrasé quelqu'un, mais c'est super intéressant parce qu'on apprend quelque chose et il faut les voir un peu comme des opportunités d'apprendre, de grandir et puis parfois ça fait partie du parcours aussi. On a besoin de les faire pour comprendre les choses. Mais là où je pense qu'on peut s'améliorer, c'est en essayant de trouver un récit, de faire l'exercice de raconter ce choix de manière à ce qu'il devienne acceptable et qu'on arrive à et puis parfois, la façon dont on se raconte des choix qu'on a faits qui sont pas très chouettes est aussi décisive. Moi, je raconte l'histoire de ces rescapés d'un crash aérien dans les années 70. Je sais pas si tu t'en souviens, une équipe de rugby uruguayenne qui s'est crashée dans les Andes. Il y a eu un film aussi qui s'appelle Live. Et en fait, les survivants, au bout d'un moment, ont mangé les corps de leurs amis qui avaient péri et qui étaient congelés dans la neige. Et ils étaient tous très jeunes, ils étaient tous très catholiques. Et donc après, ils ont dû vivre aussi avec ce choix-là qui a été très, très difficile. Enfin, il n'a pas été difficile à faire parce qu'en gros, il y a l'instinct de survie qui est plus fort que tout. Mais par contre, après, à l'expliquer, quand ils ont vu la famille des défunts et puis même eux vivre avec ça, c'est très compliqué parce que c'est une transgression énorme. Et en fait, ils ont réussi à faire un récit de ça qui est incroyable et qui rend la transgression très belle parce qu'ils disent que c'était un acte de communion en fait. Et comme ils étaient très catholiques, très croyants, ils disaient dans la Bible, et il y en a un qui aurait eu à un moment donné la présence d'esprit au moment où ils ont pris la décision et ils se sont dit bon bah allez on y va. Il a dit en fait c'est comme dans la Bible, il dit prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps. Et ils ont transformé ça en un moment très beau de communion entre les défunts et qui permettait aux vivants de continuer leur mission qui est de rester vivants en fait. Et je me dis, mais s'ils avaient eu un récit différent de ça, qu'ils l'avaient caché ou qu'ils l'avaient raconté différemment, ils auraient été enfin, ils auraient peut-être finalement ils ont survécu, mais ils seraient peut-être morts de ça, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont dû faire pour survivre. Et en fait, quand on regarde, parce que maintenant ils ont tous pratiquement 70 ans, ils ont des vies qui sont incroyables. Enfin, ils ont une résilience qui est folle. Il n'y en a pas un qui s'est suicidé, il n'y en a pas un qui a sombré dans l'alcool ou dans la folie, alors qu'ils ont vécu des choses qui sont juste, c'est pas juste ça, hein, c'est du désespoir, du froid, des avalanches. Enfin, c'était un récit de résilience dingue. Mais je me dis, voilà, des fois, il y a une façon de présenter les choses qui fait que en fait ça va devenir des belles choses en fait. Un mauvais choix ou un choix très dur dont on pourrait avoir honte peut aussi devenir un très beau récit. Moi, j'en suis persuadée. Je pense que la vie n'est faite que de ça, en fait, hein. C'est toujours pareil. C'est vraiment la lecture que l'on va faire a posteriori de tout ce que nous avons vécu. Mm. Et on peut faire. Souvent, je prends l'exemple, c'est d'une fratrie de trois quatre personnes qui ont vécu la même chose dans Mhm. la famille. Et ben, Ouais. chacun des membres de la famille va le vivre de façon différente. Et Mm. c'est cette lecture-là qui va faire notre différence. Bien sûr, ça va faire notre trait de caractère, ça va faire qui nous sommes et comment on est constitué, malgré la même éducation, malgré tu vois, le même contexte social, Mm. Mm. géographique, politique.
et autres. Ce qui est intéressant, Oui. c'est vraiment la lecture que nous faisons personnellement de cette histoire-là, avec, C'est ce qu'on pareil, en fait. le... Oui, oui. Puis c'est ce qu'on en Exactement. fait de toutes ces circonstances où tous ces gens qui disent oh là là, qui se mettent dans une position de victime où j'ai pas eu le choix, j'ai vécu ça, etc. Et ça, c'était une des grandes leçons aussi de certains survivants d'Auschwitz qui disaient bah non, évidemment, on n'a pas choisi ça, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Par contre, on est responsable de la façon dont on va, de ce qu'on va en faire en fait, et puis de l'attitude en fait qu'on va avoir. Et on va avoir ces massacres, on va avoir ces choses arriver. Mais notre attitude, c'est encore notre dernière liberté, c'est ça, c'est la façon dont nous, on va décider de l'attitude qu'on va adopter face à ces circonstances. Et est-ce qu'on va être une victime toute sa vie ou est-ce qu'on va se dire, bah voilà, ça va m'arriver, mais je ne suis pas ce que j'ai vécu, je suis ce que je deviens ce que je décide de devenir en fait après ça, quoi. Donc, et ça, c'est des super belles leçons de dire qu'on peut toujours choisir de son attitude en fait par rapport à ce qui nous arrive. Et pour ça, fleur de bac, tu vois, qui s'appelle Willow, Ah, voilà. c'est l'arbre. Après, il y J'avais a plein de oublié en fleurs que fait. tu as citées. Il y a plein de fleurs qu'on a citées que j'ai pas. Des fleurs, c'est des émotions, mais c'est des fleurs pour moi. On a parlé de la peur, c'est Mimulus, tu vois. D'accord. On a parlé de l'intuition, c'est Serato, je vais la montrer. Hein. Donc ça, Serato. c'est quoi? C'est une fleur qui favorise Alors, qui l'accès favorise. à l'intuition. Ouais, c'est-à-dire que ce sont des personnes, si tu veux, qui ont tendance souvent à sentir quelque chose qui est juste. Alors, ça peut être un choix, Mhm, ça peut être une action, peu importe, et une pensée, voilà. Et souvent des gens qui vont douter de cette petite voix intérieure, comme tu as dit tout à l'heure, et qui vont souvent se mhm. reporter vers les autres, et qui vont aller D'accord. solliciter, bah, alors, soit Internet, soit les copines, la Mm, mm, famille, mm. et qui vont dire tu ferais quoi toi à ma Ouais, place? Mais ouais, justement, ouais. ce choix-là, c'est pas quelqu'un d'extérieur, normalement, qui doit le faire, tu Mm, vois. mm. Donc, et là, par rapport à la victime, c'est Willow, et Willow, c'est l'arbre du saule. Et Ouais. ça me fait penser, j'avais été voir un astrologue, et j'ai eu, bon, bref, dans mon thème, il me dit, bon, je vais parler un peu de moi, hein. C'est quand même pas Mm, mal aussi comme sujet, tu vois, en même temps, tu disais que tu parlais un peu de toi dans le bouquin. Bah, tu vois, il y a des moments où je disais, bah, moi, j'avais 6 ans et demi, et j'étais très, très malheureuse chez cette nourrice, parce que bah, ça se mhm. passait pas bien, etc. Et il me regarde avec un dédain, et il me dit, mais de toute façon, tu avais le choix. Bah, Ah oui, non, j'étais à en 10 ans, c'est un banlieue peu à dur. 6 Ouais, ans et ouais. demi, j'allais pas me retrouver dans la rue. Et je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est un adulte pas responsable qui parle à une femme Oui, puis qui a ça déjà quitté son ça peut mari. flinguer un enfant. Enfin, c'est vraiment C'est irresponsable. encore pire. Ouais, Moi, ouais, ouais. j'ai été éloignée de ma mère, je mise en nourrice Mm, pendant 1 an et demi. Mais je veux dire, ce drame-là, je l'ai vécu. Je veux dire, non, je n'allais pas aller dans la rue. Bref, donc des fois, on n'a pas le choix. Et effectivement, ouais. bon, après, moi, c'est pas dramatique ce que j'ai vécu, mais à mon degré, et c'est pareil, Mm. on peut pas Non, bah, ça peut laisser des traumas permettre quand de même juger. importants. Ouais. Voilà. Mm, Mais par contre, ce que j'en ai fait ça, j'ai le choix, moi, en tant qu'enfant, de grandir avec, d'évoluer avec et de pas non plus m'apitoyer toute ma vie. Et j'ai connu mm, beaucoup de gens aussi qui ont dit mm, oui, mais mm, moi, j'ai vécu dans des circonstances quand j'étais môme. Et du coup, et tout le temps à ressasser le passé mm, de ce mm. qui n'a pas été fait par le parent absent ou le père Oui, oui, ceci, bah après, etc. c'est ça. Ouais. On fait la victime et du coup, on perd le contrôle aussi de sa vie en faisant ça. C'est-à-dire que oui, c'est pas de chance et oui, ça a été fait. Mais maintenant, en fait, il faut en faire quelque chose. Enfin, il faut avancer, il faut arriver à. C'est sûr, c'est sûr. Mais beaucoup de personnes restent bloquées avec ça en disant, bah, j'ai pas eu le choix et du coup, bon, bah, voilà, elles sombrent dans une vie où tout est Voilà. subi, quoi. C'est ça. Ça, c'est Willow, tu vois, c'est le petit chaton qui est D'accord. un arbre. Parce que Oui. dans les fleurs, il y en a 38, et Ouais. notamment celle-là. Bah, justement, se responsabiliser et avoir le choix de cette lecture et de cette résilience qui tient totalement. Bah là, pour le Mm. coup, oui, on est capable revisiter notre histoire avec beaucoup de bienveillance, et puis certainement d'y mettre aussi. Parce qu'encore une fois, dans chaque Mm. chose Mm. que nous vivons, il y a toujours des ressources et des bénéfices. Alors, il y a aussi des bénéfices à rester dans son rôle de victime, parce qu'on est beaucoup plein et on aime bien se laisser plaindre Ouais. et se laisser, tu vois, des fois Ouais, être mais dans je pense pas qu'on ce puisse côté. vraiment être heureux comme ça, mais on peut pas se sentir vraiment Alors, libre. il y a des gens qui n'aspirent pas à être heureux aussi, tu vois. C'est Mm. aussi les Oui, choix bah non. qu'ils ont, Mm. tu vois. C'est aussi une question de choix de se dire, bah, je suis malheureux, mais je suis bien des fois dans mes plaintes. Mm. Alors que Mm. de s'en sortir et de se dire que
Bon, bah, voilà, sans parler de tous ceux qui ont déjà œuvré. Bon, on parle beaucoup de cycles, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, voilà, des personnes qui ont vécu aussi ces épreuves-là. Eh bien, c'est aussi une façon de mettre de la lumière sur ce qui apparemment est négatif, mais de tout ça, il y a toujours des ressources. Donc ça peut être de l'autonomie, ça peut être du courage, ça peut être la foi pour certaines personnes, ça peut être la joie. Si c'était un univers extrêmement triste, tu vois ce film de Roberto Benigni sur La vie est belle. Donc c'est une façon évidemment de rendre très belle cet espace-temps qui est terrible. Donc, c'est aussi des qualités et des ressources. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier quand on s'appuie pas sur soi, en fait. On voit que le côté sombre de notre histoire. Et c'est pas aidant, en fait. Au contraire, ça nous limite beaucoup plus. Mais bon, voilà, c'est un choix aussi, encore une fois, pour moi. Choisir aussi de sortir de la victimisation, c'est de la dignité. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ton livre, il va sortir le 12, hein, c'est ça? Oui, mercredi prochain, ouais. Ouais, oui. Mercredi prochain. Donc, tu as Ouais. des dates Bon, il est prévues avec déjà. des dédicaces. Bah, le problème, c'est qu'en ce moment, les dédicaces, ça se fait pas parce que bah, les librairies n'ont pas vraiment encore l'autorisation de faire des événements. Puis voilà, donc en fait, j'ai des lives. Donc, c'est des librairies qui font bah, comme ça. Il y en a une. Alors, c'est rigolo parce que du coup, on peut les faire ailleurs. Voilà, c'est à Strasbourg la semaine prochaine, un live avec une grande librairie Strasbourg qui maintenant fait toutes ses rencontres en live, etc. Donc, bon, c'est sympa. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir les gens, mais il y a ça, il y a une conférence aussi là qui m'a demandé d'intervenir, donc ça se fait comme ça en fait. Bah là, ça rend vrai. Ouais. Ça aussi, c'est de la résilience, tu vois. Oui, bah moi j'ai pas connu autre chose, c'est mon premier, donc j'avais juste imaginé comment ça aurait pu être. Mais ouais. Bah, après, on fait avec ce qu'on a, puis de toute façon, voilà, il y a plein de choses aussi qui sont permises aujourd'hui et qu'on n'aurait pas pu faire si on avait. Enfin, traditionnellement, les éditeurs n'étaient pas très créatifs, donc là, ça les oblige et ça nous oblige, nous aussi, auteurs, à inventer des nouvelles manières de communiquer et puis à faire beaucoup du travail nous-mêmes aussi, du coup. Donc c'est vrai que là, il faut qu'on se bouge. Ils nous demandent de nous bouger, quoi. Donc voilà, on se bouge. Enfin, je me bouge en tout cas. Et puis, mais c'est chouette parce qu'on va à l'encontre. On écrit aussi pour ça. Enfin, moi, les gens qui disent qu'ils écrivent pour pas être lus, à ce moment-là, il faut pas envoyer les manuscrits. Mais on écrit pour être lu, on écrit pour partager. Et c'est génial. Moi, je commence à recevoir des feedbacks sur rien parce qu'ils n'ont pas lu. C'est juste des petits extraits qui sont en ligne, etc. Ou la petite vidéo. Et c'est chouette en fait. Même s'il y a beaucoup de gens qui attendent des réponses et moi je les ai pas et je sais pas quoi leur dire, je suis pas coach, j'ai pas de méthodologie à leur donner. Et simplement, moi j'espère avoir posé des bonnes questions, des meilleures questions et les inciter à déjà à apprendre des choses parce que je trouve que c'est super intéressant en fait comment ça fonctionne. Même si on est trop content de sa vie et qu'on n'a rien envie de changer, à mon sens ça reste hyper intéressant de savoir. En fait, c'est de la curiosité et de la culture générale. Et puis il y a plein d'histoires aussi que moi je trouve rigolotes parce que la vie des autres c'est quand même super intéressant. Et surtout des grands, voilà, des grands noms qu'on connaît mais dont on ne connaît pas vraiment l'histoire. Et voilà, donc voilà, moi j'ai pas vraiment de réponse. J'ai une petite idée, je donne des pistes ou avec des réflexions, ou quand je m'applique à moi, je me dis, bah voilà, en fait, voilà ce que j'en retiens. Mais c'est plus des leçons plus personnelles, et après j'espère que le lecteur fera le boulot de son côté aussi de tirer sa propre conclusion. C'est vraiment pas un manuel de développement personnel, même si ça rentre un peu dans cette catégorie de fait, parce que c'est ni un roman, ni un reportage. Mais l'idée, c'est vraiment de poser de donner des pistes, de susciter un débat, une réflexion, et puis après, advienne que pourra, en fait. Bah, écoute, voilà. merci. Merci à toi. C'était super. Merci vraiment. Ouais, c'était super. Bon, bah à bientôt, Nathalie. Et ces fleurs, du coup, c'est quoi? C'est des essences, en fait, c'est ça? C'est des petits. Alors, présente, tu vois, sous des formes comme ça, sur des petits flacons. Et après, tu vas les prendre dans la bouche ou dans un verre d'eau. Et tu vas les prendre jusqu'à 4 fois dans la journée, enfin voilà, plusieurs fois dans la journée. Et en fait, l'idée, c'est que si tu veux, on part du postulat qu'on est dans un état de déséquilibre émotionnel, puisqu'on peut retrouver justement le fameux défaut, tu vois, qui
qui nous embête et qui fait que d'un seul coup, on est dans cet état de joie, cet état de paix, de sérénité. Il y a des moments, tu vois, où on sent bien que notre nous pousse un petit peu dans nos retranchements émotionnels, on va dire. En tout cas, je ne vais pas citer les 38, mais tu en as cité quelques-uns. Et donc, les fleurs, en fait, c'est comme si c'était un peu des catalyseurs qui étaient là pour nous D'accord. aider à retrouver, si tu veux, le chemin de ce qu'on a déjà en nous. Mais voilà, le fait de prendre les fleurs, ça rééquilibre en fait cet état émotionnel. Donc il n'y a pas cette notion, si tu veux, culpabilisante éventuellement de, tu vois, de chasser une émotion ou de l'éradiquer ou de parce que c'est pas le but de D'accord. dire Oui, c'est plutôt retrouver les ressources. voilà. D'accord. Et voilà. Et quand on a un coup de gueule, on a un coup de gueule. Quand on est en colère, on est en colère. Et quand on est Mm, mm, en victime, c'est OK. Le mm, truc, c'est quand ça mm. dure, tu as envie de dire, mais Oui, merde, ouais, ouais. ça s'arrête. Et dans T'as ces besoin moments-là, d'aide. quand Ouais. tu perds, voilà, et que tu peux plus faire tout seul, après, tu peux faire évidemment plein de choses dans la vie. Tu peux de Mm, la mm, poterie, tu peux faire du jardinage, tu peux faire à manger. Il y a des millions de façons mm, aussi de mm, rééquilibrer. Mais les fleurs de bac, elles sont là vraiment sur le système émotionnel. Donc, c'est un mm, mm, état de rééquilibrage qui se fait en douceur et justement qui éveille aussi beaucoup à la conscience sur comment je fonctionne et qu'est-ce que mm, je mets. C'est vraiment qu'on vient d'avoir, mais de façon un peu plus conscientisée par moment, si tu veux, sans forcément de faire de gros chantiers sur soi, mais de se dire, tu vois, mm, mm, une victime 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la semaine, à un moment donné, tu dis, voilà, là, il y a un truc qui dysfonctionne quand même. Et si je mm, mm, fonctionne toujours dans ce système-là, peut-être que j'ai envie aussi d'évoluer par rapport à ça et de prendre conscience aussi que mm, ça a aussi une limite pour moi. Et donc, prendre des fleurs, ça me permet aussi d'évoluer. C'est aussi un outil de développement personnel, si tu veux. mhm, mhm. Voilà. D'accord. Bah, c'est À super intéressant. expérimenter. Oui, Ouais, oui, c'est oui. super intéressant. J'en ai un flacon quelque part et j'ai jamais su quoi en faire. Donc, c'est mon mari qui m'a offert ça. Je sais pas ce qu'il faut voir. Je sais pas, ça Est-ce que devait c'est être un ou l'hypersensibilité. Ou... est-ce que c'est un jaune comme ça où il y a marqué Non, Rescue? non, 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 Non? je crois qu'il était. Ouais, non, il faudrait que je le Ouais. retrouve. Mais Après, non, non, c'est intéressant. si tu le retrouves en message privé, je te dirai Oui, à quoi. je te dirais, là, on est Voilà. en déménage, alors c'est dans des cartons. J'ai juste Oh, pas la c'est force. super Mais ouais. d'avoir accueilli entre tes cartons. Et écoute, en tout cas, je me réjouis de la sortie de ton livre et parce que je pense que ça va, même si c'est sous forme d'essai, etc., et qu'il n'y a pas de leçons, etc., comme Mm, tu me mm, disais, il y a un peu qui venait vers toi pour avoir des intentions. C'est mm, toujours une lecture. Et comme tu dis, c'est de la découverte et c'est ce que je fais aussi ici avec ces partages-là, tu vois, c'est d'aller découvrir des univers qui sont des fois des méandres, mais ton travail d'investigation de journaliste est vachement intéressant. Du coup, je trouve que comme tu dis, c'est appuyé aussi avec des études cliniques, donc c'est vraiment intéressant. oui, oui, oui. Non, j'avais à cœur de documenter. Oui, j'étais pas, j'aurais jamais pu Bah ouais, c'est autre chose. sortir tout ça. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Bon, bah, merci Nathalie. Et puis Ben, je merci à t'en tous ceux prie. qui ont Merci suivi. à tous d'avoir Je été vois là. des petits messages arriver, c'est chouette. Et Ouais, puis à bientôt. Alors. à bientôt. Au revoir, Au Sophie. revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.